on s'est basé sur un color bar pour envoyer dans notre moniteur pour s'assurer que notre moniteur est correct. Mais le signal qu'on a envoyé dedans, est-ce qu'il était bon? Aucune idée. Je ne sais pas. J'ai regardé, j'ai ajusté mon moniteur avec, mais s'il était off, mon signal, j'ai ajusté mon moniteur off. Fait que utilisation de Waveform Monitor et Vector Scope. Alors, j'ai ici un Waveform Monitor et Vector Scope. Il fait les deux, c'est un Vector Scope numérique. Fait qu'on va servir un peu de ça pour notre présentation. D'abord, c'est quoi un Waveform Monitor? Généralement, ça ressemble à ça. C'est l'interface graphique d'un Waveform Monitor. Un Waveform Monitor, ça a un écran par défaut. Qu'est-ce que ça représente? C'est que dans cet écran-là, on voit l'axe des X en bas représente les lignes verticales de notre vidéo. Donc, si j'ai mettons, j'ai un drapeau du Canada qui est représenté, j'aurais, mettons, le premier tiers de mes lignes verticales qui représenterait mettons, la partie rouge, le milieu représenterait le blanc et à droite, le rouge. Donc, c'est un outil qui permet, en fait, le Waveform va permettre de monitorer la luminance d'un signal vidéo ou de ses canaux. Soit on prend tout le signal, ou sinon on peut représenter la force d'un RGB. Donc, à quoi on s'en sert pratiquement? On peut s'en servir pour timer deux appareils. Qu'est-ce que ça veut dire, timer deux appareils? C'est que deux appareils vidéo qui fonctionnent ensemble, mettons qu'on a deux caméras sur un plateau de tournage, puis on veut changer entre chaque caméra, bien, il faut que quand le switcher il switch, que les images arrivent en même temps. Sinon, les images sautent. Fait qu'un vector scope, ça peut servir à timer deux machines avec des ajustements pour voir s'il y en a une qui est décalée par rapport à l'autre. C'est la raison pour laquelle on a souvent deux inputs sur un vector scope. Aussi, ça permet de faire la calibration d'appareil. Si je veux savoir si mon deck Betacam numérique, mon deck HDCam, il lit comme il faut les cassettes, si le signal est bon à la sortie, bien, je mets un ruban de test dedans, je fais sortir des blancs, des gris, des color bars. Je regarde avec la luminance de mes blancs, de mes noirs, je regarde si d'après mon ruban sur lequel je sais qu'il est supposé avoir du noir 0% et du blanc à 100%, je sais que c'est supposé donner et je peux faire les ajustements par après. Puis, référence de luminance. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ce que ça représente ici, c'est qu'en bas, complètement, sur l'axe des Y, c'est les noirs et en haut, c'est les blancs. Donc, si j'ai une image blanche avec un carré noir au centre, j'aurais une ligne complète en haut. Au milieu, j'aurais la ligne en bas noire et en haut à droite, j'aurais du blanc. Je vais vous montrer l'exemple tantôt avec des graphiques. Ça va être beaucoup plus concret. Donc, quand est-ce qu'on peut servir d'un vector scope en tournage? En fait, dans notre quotidien, on peut s'en servir au tournage, à la calibration, à la numérisation, au montage, à l'étalonnage, à la sortie des masters puis à la vérification des masters. Et c'est toutes des étapes où le vector scope va être branché, où le waveform va être branché à la suite d'un appareil différent dans notre chaîne de production. Donc, au tournage, c'est très pratique pour, si mettons qu'on tourne un fond vert, savoir est-ce que notre fond vert est éclairé uniformément. À la calibration, bien, je l'ai dit, si on a numérisé une cassette de ce même fond vert, bien, je peux voir aussi, voir est-ce que j'ai deux prises où il y en a un qui est plus ou moins bien éclairé. Je peux voir les niveaux de blanc, les niveaux de noir. À la numérisation, on peut, surtout, en fait, c'était surtout utilisé pour la numérisation analogique. Quand on numérisait des Betacam SP, on passait à travers un vector scope et un waveform. En fait, ça, c'est des trucs qu'ils font pour les deux, pour le waveform et le vector scope. Donc, quand on numérisait du Betacam SP, bien, on passait à travers ça pour ajuster le signal à l'entrée avant de numériser pour l'ajuster. Donc, au montage aussi, on peut s'en servir pour faire des choix. Éditoriaux dire, je vais prendre telle image parce que je sais que je peux aller chercher plus d'informations dedans ou moins, ou le white balance est mal fait, lui, il est mieux fait. À l'étalonnage, évidemment.
Mais ça, on va en parler longuement tantôt. À la sortie des masters, si on sort un master, on veut s'assurer, oui, qu'il est broadcast safe, puis on veut s'assurer que, écoute, qu'on rentre dans les standards, que notre noir est au bon niveau, que les couleurs sont supposées d'être ce qu'elles doivent être. Donc, on a plusieurs sortes de waveform monitor. On a le premier, complètement à droite, en noir et blanc, qui est dans lequel il y a un tube. C'est un tube vert et c'est un appareil qui, parce que quand on transporte d'eau, ça peut être assez lourd. On a le deuxième qui est un vectorscope numérique. Ça ici, c'est un vectorscope numérique qui pèse vraiment rien comparé à un vectorscope à tube. La différence entre ces deux-là, c'est que le numérique a un écran LCD à la place d'avoir un écran tube. Et généralement, les vectorscopes et les waveforms récents peuvent aussi monitorer du signal numérique. À droite, on a ce qu'on appelle un rasterizer. Un rasterizer, c'est un waveform monitor qui n'a pas d'écran. Donc, on peut brancher soit un écran comme ça pour voir ses diagrammes ou brancher un écran LCD dessus. Puis aussi, on a toute la gamme des vectorscopes et des waveforms logiciels. Donc, on a celui de Final Cut, on a celui de Color, puis on a celui qu'on voit complètement à gauche de Adobe On Location. Puis maintenant, on a une autre gamme d'appareils. Il y a des manufacturiers qui ont commencé à sortir des cartes qui vous permettent d'avoir un vectorscope dans un ordinateur. Si vous avez un vieux PC qui traîne, vous achetez la carte sur Windows XP, le logiciel ne coûte pas très cher, puis vous pouvez transformer un vieux PC en waveform monitor, vectorscope, moniteur de son. En fait, la plupart d'entre vous, je pense les vectorscopes et les waveforms que vous êtes habitués de voir, c'est celui de Final Cut. Celui de Final Cut, ici, en fait, j'en ai deux représentations, une avec une image noire. Donc, en haut, dans mon viewer, j'ai une image noire. Dans le bas, sans image, le waveform va ressembler à ça. Il y a ces graticules qui vont en bas de 0 jusqu'en haut, où c'est écrit white. C'est complètement, ça serait le 100%. Aussi, on a des lignes mauves qui vont nous servir plus tard de référence. Comme on voit à droite, j'ai mis un color bar à 75%, comme Marc-André, des barres NTSC. Et ces barres-là, comme par magie, quand je les ouvre et que j'ai mon waveform ouvert, arrivent exactement sur les guides mauves. Ça vous permet de voir si la numérisation que vous avez faite est correcte. Et qu'est-ce que je viens de dire? Si la numérisation que vous avez faite est correcte, ça implique que vous avez mis un color bar sur votre tape. C'est à ça que ça sert. Donc, c'est pour ça qu'on met ça. Puis, vous allez voir que c'est assez magique. Parce qu'on peut, ces outils-là vont vous permettre rapidement, en combinaison avec un color bar, de ramener la couleur et l'intégrité de vos images. Donc, si un caméraman a mis des barres de couleur et que sa caméra était juste, est ajustée, bien, en théorie, quand vous numérisez ces color bars-là et tout le footage qui suit sur la cassette, si les color bars sont beaux, que votre moniteur est ajusté, vous voyez la même chose que le caméraman. Un waveform peut représenter la luminance de plusieurs façons. Dans le premier, en noir et blanc, on voit qu'il y a deux graphiques. C'est les fields. Donc, on a les premiers fields et les deuxièmes fields. Donc, ça, c'est pour un signal NTSC. Au centre, c'est la parade. Donc, c'est soit ici, c'est du RGB. On pourrait aussi avoir du YUV. Donc, les trois composantes du signal sont séparées. Puis, complètement à droite. Merci. J'aurais dû m'y écrire d'un coin. En fait, c'est un overlay. C'est tous les signaux, un par-dessus l'autre, pour voir vraiment l'intégrité de l'image. C'est très pratique, je vais vous montrer tantôt, quand on a l'image au-dessus, en dessous, on voit exactement où est-ce qu'on a trop de blanc, on a trop de noir, où est-ce qu'il faut faire nos ajustements dans notre image. Puis, encore plus facile, en dessous, on a même des vectorscopes qui montrent l'image en dessous. Fait qu'on voit très bien que, ici, en fait, c'est quelqu'un qui était tourné sur un fond vert,
qui est représenté en noir et blanc parce qu'avec la forme d'onde en vert, ça paraîtrait pas très bien. Donc, on voit que à sa gauche, c'est la représentation du fond qui est sur les côtés, on voit qu'il est moins éclairé. Puis, oups, ça monte, ça veut dire que c'est plus éclairé. On a l'espèce de bouillie au milieu qui est la représentation de son visage. Puis à droite aussi, on a la représentation de la droite de l'image avec le fond qui est neutre. Donc, c'est différentes façons de représenter les waveforms, de lire les waveforms. En arrière de cet appareil-ci, comme en arrière de plusieurs appareils, bon, c'est les entrées qu'on a les plus communes. Donc, on a bien sûr les entrées vidéo qui viennent d'habitude toujours en paire, je vous ai dit tantôt, pour pouvoir comparer deux signaux. Donc, on a des entrées composites, entrées component, du SDI, du HD SDI, du Dual Link HD SDI. C'est pas mal ça, le standard. Rarement, vous allez trouver du HDMI puis du DVI en arrière d'un vectorscope et d'un waveform professionnel. Aussi, qu'est-ce qu'on a? On a une référence externe qui, surtout si vous avez utilisé un waveform ou un vectorscope analogique, c'est primordial d'avoir une référence. Parce que pour lire votre signal et vous dire qu'il est correct, il faut qu'il dise qu'il est correct par rapport à quoi, et ce quoi-là, c'est la référence. Il va voir si vos deux appareils, qui est la référence et l'appareil que vous allez monitorer, arrivent ensemble, le timing est bon, et ça vous permet aussi d'ajuster toutes les dynamiques de votre signal. Puis bien sûr, on a les lows parce que, surtout avec les waveform vectorscope analogiques, ça vient en paire. Donc, vous allez avoir une boîte comme ça qui est votre waveform, puis à côté une boîte qui est votre vectorscope. Et ils vont être branchés en série. Donc, la sortie de l'appareil dans le waveform, la sortie du waveform dans le vectorscope, et la sortie du vectorscope dans votre moniteur. Et la sortie de votre moniteur va avoir... Une quoi? Une terminaison, oui. Si vous ne mettez pas de terminaison, le signal n'est pas arrêté, donc il est plus fort. Fait que ça donne ça. Fait que si vous travaillez comme ça, il n'y a pas de terminaison, bien vous allez travailler avec des fausses valeurs. C'est quoi une terminaison? En fait, ça ressemble... En fait, si vous connaissez cette connexion-là, c'est un BNC. C'est comme une version de plug coax. Puis une terminaison, c'est une plug avec, au bout, au lieu d'avoir un fil, c'est une résistance de 75 ohms. Ça fait que ça balance, ça va arrêter votre signal où il faut, puis ça va remettre la force du signal au bon niveau. Il y a plusieurs appareils, souvent c'est des moniteurs comme les Sony, vont s'auto-terminer, donc vous n'avez pas besoin de le mettre. Si vous voyez, en arrière des Betacam, souvent c'est un petit bouton qu'on met. Souvent c'est écrit « off » ou « 75 ohms ». Fait que c'est pas automatique, mais il y a un bouton, vous n'avez pas besoin de visser une terminaison dedans. Comment on fait pour préparer notre waveform? Aujourd'hui, j'ai un waveform numérique qui est génial, qui travaille presque tout seul, mais pour un waveform vectorscope analogique, ce qu'on aurait à faire, c'est de prendre un color bar. En fait, vous prenez votre waveform, vous branchez une référence NTSC. On va rester en NTSC pour l'instant. C'est souvent la même chose pour du HD. Donc, vous branchez votre référence, ou votre black, ou votre Genlock, ou dans l'input référence. Et dans l'input vidéo, vous prenez un générateur de signal et vous envoyez un color bar 75%, un color bar NTSC. J'insiste sur le 75% parce qu'il y a des color bars à 100%. On ne s'en sert pas de ça. On ne s'en sert pas. C'est possible dans tous les générateurs d'en mettre. C'est possible dans Final Cut de le choisir. On ne le choisit jamais. J'ai un color bar NTSC. Donc, j'envoie ça pour balancer, pour voir mon vecteur dans mon waveform, pour voir si tout est correct. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est mon splodge de tantôt. Donc, c'est ma barre grise pâle, mon noir et mon noir foncé. C'est ça qu'on ajustait tantôt dans le coin ici. Brightness. C'est ça qu'on voit. Ici, dans mon escalier, qu'est-ce que je vois? C'est ces barres-là qui sont
de plus en plus foncé en descendant. Puis les titres que je vois ici, qui montent, ben, c'est les petits carrés en bas. Ici, on voit qu'il y a une grosse marche qui va jusqu'à 100 %. La grosse marche qui va jusqu'à 100 %, c'est mon carré blanc 100 % ici. Donc, quand j'envoie mon color bar dans mon waveform, il faut que j'ajuste, premièrement, pour que ma ligne de noir, ici, je vais vous la déplacer. Vous voyez, une ligne pointillée à 7,5. Il faut que ma ligne de noir arrive à 7,5. Il faut que mon blanc en haut arrive à 100. Et que, en fait, vous allez avoir, dans Final Cut, vous avez les fameuses marches mauves qu'on avait tantôt. Il faut que les couleurs arrivent dessus. Là-dessus, les couleurs ont peu d'importance. On joue sur la luminance. Je pourrais avoir un signal en noir et blanc avec la même lecture. On joue juste... En fait, je peux prendre le color bar, présentement. Disons que je prends le color bar. En fait, il est dans mon timeline, le color bar. Je peux le prendre. Mais le ramp dans Others... Mais... Marc-André, laisse-moi faire, s'il te plaît. Et je peux baisser la saturation. Il est en noir et blanc. Est-ce que ça a bougé quelque chose en haut? Non. C'est la luminance, c'est la valeur de lumière. Ce n'est pas de la saturation, ce n'est pas de la tonalité, c'est du noir et du blanc. En fait, une fois qu'on a fait ça avec notre tone generator, notre signal generator, on sait que notre appareil est bien calibré. Maintenant, on peut débrancher notre générateur de signal, présentement c'est notre Final Cut, et brancher notre appareil, notre deck, notre salle de montage dedans. Puis on va voir si on est off. Si je remets un signal dedans, puis il ressemble à ça. En fait, il ne ressemble pas vraiment à ça. Bon, fait que là, j'ai un problème, fait qu'il faut que je l'ajuste. OK, on va voir. J'ai fait l'exercice de numériser un mauvais tape tantôt. Fait qu'on va essayer de le corriger ensemble. On va voir avec ça qu'est-ce qui se passe. Fait que généralement, sur un deck, si on a un tape qui est off, la caméra qui a tourné ce ruban-là était mal ajustée, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le projet. Et j'ai ici un clip qui a été numérisé qui s'appelle Bad Nun. Fait qu'est-ce qu'on voit dans l'écran? Est-ce qu'on voit dans le moniteur? C'est les color bars en bas? OK. Faut changer d'entrée. Pardon. Excusez-moi. Fait que tantôt, j'ai juste monté le brightness pour vous montrer les splodges. Fait que là, je vais juste le remettre comme il faut. Fait que là, j'ai calibré mon vector scope, puis là, je numérise un tape, puis écoute, ça marche pas. Là, je vois mon noir qui n'est pas sur mon noir. Ici, je vois un splodge qui est là. Puis, donc, si ça, c'est mon splodge, ça, c'est ma ligne de noir à 7,5, mais pas à 7,5, pardon. Pantoute est environ à... est à combien? À 18? Mais, problème. Fait que... Puis là, je vois qu'il y a un problème, mais si je n'avais pas eu de color bar, puis j'arrive, puis on voit sur mon moniteur ici, j'ai des personnes qui marchent avec des buts de hockey sur l'épaule. Elle a l'air bien correct, cette shot-là. Là. Non, mais sérieusement, là, il n'est pas si pire, on s'entend. Mais c'est pas ça que le caméraman a tourné. Donc, si c'est pas ça que le caméraman a tourné, c'est sûrement pas ça que le réalisateur a vu au tournage. Fait que quand il va venir s'asseoir à côté de vous autres, dans la salle de montage, il va faire comme « Mais c'est quoi ça? » Fait que, nous autres, en fait, on va, la façon traditionnelle de le faire, plusieurs d'entre vous connaissez le three-way color corrector de Final Cut. Écoute, ça marche, mais pour ce qu'on veut faire là, c'est un peu too much. Puis on va utiliser un outil qui est disponible sur les decks Betacam numériques,
qui est disponible, écoute, en module standalone. C'est un ProCamp, que certains appellent un Time-Based Corrector. On va donc essayer d'ajuster tout ça pour que ça aille l'allure. Donc, je viens sélectionner mon clip. Ça pourrait être un appareil aussi, comme je vous dis, standalone, qui est entre ma salle de montage, entre ma carte de NUM et mon deck. Puis, je viens prendre l'effet, Video Filter, Image Control, ProCamp. Donc, ça ici, faudrait que je switch. Ouais. En fait, je vais rester dans Final Cut. Je vais vous le montrer avec le Vector Scope de Final Cut. Ça va aller mieux. Donc, si on voit à droite, je vais juste mettre le waveform, que ça n'arrive pas pantoute sur mes lignes mauves. Donc, ce que je viens faire, j'ai mon clip de sélectionner avec mon fil, bien, je peux venir. Oups, ici, on voit, je baisse la vidéo, mais mon sang est à 100%. C'est correct, c'est pas ça que je veux faire. Je peux baisser mon setup, puis, écoute, tout vient s'aligner assez pas pire à la bonne place. Fait qu'à partir de là, ben, je peux croire que les images que je vais regarder plus tard sont correctes. Donc, si je viens ici, puis on voit qu'il y a une différence. On voit que maintenant, mon image a beaucoup plus de contraste, plus de contraste. Elle se tient plus. On part de moins loin après ça pour travailler notre étalonnage. On part avec une base qui est correcte. Donc, le Vector Scope, le waveform, je vais me mélanger tout le long de la présentation, désolé. C'est à ça que ça sert. Donc, si j'ai corrigé mon color bar, je peux appliquer la même correction en théorie sur tout mon ruban, puis ça va être corrigé correctement. Donc, je peux revenir à ma présentation. On l'a préparé, on l'utilise. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de faire aussi plus concrètement? Ça nous permet, effectivement, dans des normes broadcast, de ne pas dépasser le niveau de blanc que les broadcasters ne veulent pas qu'on dépasse. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on dépasse un niveau de blanc? Parce qu'on peut aller à 100%, à 100, puis on peut aller jusqu'à 110, 120, puis c'est bien plus beau. Mais, ça chiffre sur l'autre canal, il y a une bande, puis on va dépasser. En fait, ceux qui ont une télé avec des antennes, puis qui écoutent CTV, quand il y a une pub en blanc, vous l'entendez dans le son. Les niveaux de blanc sont trop hauts. C'est ça que ça fait, des niveaux de blanc trop hauts. Ça fait du grichage dans le son. Fait que, oui, ça peut paraître bien beau. Oui, vous autres, dans votre salle de montage branchée en component ou en SDI, ça ne fera pas ça. Mais sur les ondes hertziennes, le signal dépasse dans le son. C'est plate. Écoute, les niveaux de noir aussi, c'est pour avoir une certaine uniformité. On parle du 7.5, pourquoi? En fait, j'en ai pas parlé, mais c'est important que j'en parle. Un niveau analogique, un noir analogique, sur un vector scope analogique, le noir devrait être à 7.5. Sur un vector scope numérique, il devrait être à 0. C'est deux façons de le lire. Attention, un vector scope comme celui-ci, et là, je vais me permettre de monter et redescendre de mon chapeau quelques fois, désolé. Si je reviens à mon color bar, NTSC, que j'ai ici, et là, je suis en SDI. Je rentre en SDI dans mon moniteur, je rentre en SDI dans mon vector scope, et je vous montre le vector scope ici même. J'ai dit vector scope, mais c'est waveform monitor. Désolé. Oh yeah! J'ai, dans mes settings, on voit en bas, je peux émuler un waveform analogique. Pourquoi on fait ça? Parce que depuis que le waveform existe, les monteurs l'utilisent avec des niveaux à 7.5. Fait qu'il va émuler un vector scope à 7.5. Bien, pour de vrai, excusez, j'ai accroché le piton, mais pour vrai,
en numérique, ce que je devrais voir, c'est ça. Donc, j'ai mon Y, PB, mon PR. Puis là, je les vois en parade. Tantôt, je vous ai montré qu'on pouvait voir du RGB. Là, je vois mes 3 composantes de mon signal component, où je peux le voir en overlay comme ça. Donc, c'est des façons de le voir. Comme là, je vois vraiment tout mon signal. Si je veux voir... Donc, ça, c'est juste ma luminance que je vois, mon canal de luminance, avec mes noirs à 0 et mes blancs en haut à 100%. C'est une lecture de signal numérique. Et si je reviens en bas, à SDI pour émulation de composite, bien, c'est ce que je vois. Donc, c'est juste une façon de le lire. Donc, lecture analogique, 7.5, lecture numérique, vraiment numérique, noir à 0. Et ceci est vrai aussi pour certains decks numériques. Il y a certains decks DV qui vont vous donner en numérique un noir à 7.5. Il y a certains decks DVC Pro 50 qui vont faire la même chose. Souvent, dans ces decks-là, on peut activer ou désactiver la fonction. Fait que c'est de voir dans votre ligne de production qu'est-ce qui se passe sur vos machines. Voilà. Excusez, je ne veux pas être trop lourd, c'est très technique, mais c'est quand même très important. Voilà. Fait qu'on va faire... En fait, je vais passer à travers le vector scope. Puis après ça, je vais vous montrer comment on s'en sert et comment ça peut nous servir à faire un meilleur étalonnage. Puis comment on peut s'en servir vraiment comme outil de décision quand on est en montage. Donc, je disais la perte les niveaux de noir, niveau de blanc, perte d'information. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'une image est vraiment blastée? Est-ce que le caméraman a filmé un oiseau dans le ciel et le ciel est blanc? Est-ce qu'il me reste de l'information? Est-ce que je l'ai perdu? Est-ce que c'est moi qui l'ai enlevé? Donc, ça marche pour les noirs. Est-ce que mes noirs sont bouchés? Est-ce qu'ils sont écrasés? Prévention de l'écrêtage. Est-ce que si je travaille dans une salle et je fais un étalonnage, mais je sais qu'il y a un legalizer, qui est une machine qui va couper mes noirs et mes blancs pour qu'ils soient broadcast, est-ce que je vais perdre l'information? Est-ce que je veux gérer cette information-là autrement pour ne pas la couper, mais pour l'atténuer graduellement? Pour faire l'ajustement des skin tones, on va voir s'il y a des outils géniaux pour ça, pour qu'une peau de personne ait l'air d'une peau de personne, pour que quelqu'un ne soit pas trop vert, trop rouge. Des fois, c'est très subjectif, mais il y a des moyens concrets, j'arrête pas de jouer avec mon change, d'ajuster ça pour que ce soit pareil sur toutes nos shots. Donc, le Waveform Monitor, ici, je vous donne le Waveform Monitor est utilisé dans les normes broadcast au niveau des normes de luminance. Donc, de façon générale, et là, il faut se fier aux normes. Oui, on peut changer, effectivement. Faut se fier aux normes de notre broadcaster parce qu'il n'y en a pas deux qui sont identiques. Donc, mais généralement, les noirs ne doivent pas aller en bas de 0 numérique ou 7.5 analogique. Et les blancs ne doivent pas dépasser 100%. Sinon, on a du bruit dans l'audio. Le waveform, en pratique. Donc, on a vu les color bars. Tout ça, on va le voir tantôt. C'est quoi des super wise, comment on peut juger et travailler avec nos noirs bouchés, sont-ils véritablement bouchés ou pas, puis les skin tones. Le vector scope. Oui, on a juste fait la moitié. Non, c'est pas vrai, ça va aller plus vite. Aïe, il y en a qui ont eu peur. Bon, le vector scope permet de mesurer la saturation et la tonalité de vos couleurs. Ça nous permet de savoir si ce que je vois, est-ce que c'est vert, mais est-ce que c'est supposé être vert, ou est-ce que c'est supposé être rouge, ou est-ce que c'est supposé être gris, ou mon gris, est-ce qu'il est supposé être jaune. C'est un peu ça. Ça nous permet de savoir, de prendre un point sur une image et de savoir sa tonalité
et son taux de saturation. Donc, on s'en sert encore là dans la calibration d'appareil, dans la référence non pas de luminance, mais de saturation. Désolé pour cette erreur de Keynote. On s'en sert comme l'autre au tournage, à la calibration, numérisation, etc. Un peu pour les mêmes raisons, mais pour d'autres facteurs. Donc, le vector scope, comment ça fonctionne? C'est que plus, mettons, on va parler en numérique, on va parler de pixels. J'ai une image de 720 par 486 dans mon Final Cut. Plus mon pixel il est saturé, plus il va être représenté par un point blanc en périphérie de mon set. Plus il est noir, blanc, moins il est saturé, plus il est gris, plus il va être au centre. Donc, ce que ça nous permet de voir, donc c'est ça, c'est l'intensité ou la non-intensité de la saturation, la phase, ou le hue, et la balance de toutes ces couleurs-là sur un programme. Donc, ce qui est le fun, c'est que ici, sur mon vector scope, j'ai des petites maisons qui sont représentées en mauve. Ici, j'ai le rouge, le vert, bleu qui sont mes couleurs primaires. Ils ont chacun leur petite boîte. Et j'ai aussi mes couleurs secondaires. J'ai passé tout droit. Donc, on a le rouge, le vert et le bleu. Et on a le magenta, le jaune et le cyan. C'est quoi ces couleurs-là? C'est les couleurs de notre color bar qu'on avait tantôt. Donc, si je reviens ici, donc, on voit que j'ai mon bleu, mon rouge et mon vert, j'ai mes couleurs primaires. J'ai mon jaune, mon cyan et mon magenta qui sont mes couleurs secondaires. Et c'est ça. Marc-André, c'est encore tes courriels qui sont là? On va le fermer, je pense. Fait que c'est ça qui représente les petites boîtes. Puis c'est quoi le beau diagramme qu'on a là? C'est une représentation de mes color bars. C'est ça que c'est. Donc, encore là, excusez. Là. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je viens de faire apparaître en dessous? C'est les roulettes de couleurs de mon three-way color corrector. C'est exactement ça. Donc, ceux qui ont travaillé avec le three-way color corrector, quand je prends mon petit point au centre puis que je l'envoie en haut, je m'en vais vers mes rouges-violets. Si je l'envoie à droite, je l'envoie vers mes bleus. C'est la même représentation de couleurs. Plus je pousse, plus je force vers ma couleur, plus je change ma balance. Et pourquoi ces couleurs-là sont placées là? Parce que quand je pousse sur le magenta, ben j'enlève du jaune puis du bleu. J'enlève du jaune puis du cyan. C'est ça que je fais. Donc, c'est vraiment une question de balance. C'est ça que ça représente. Donc, pour tous les vector scopes, ce qu'on a, les constants là-dedans, c'est qu'on va avoir les cases de calibration qui sont les petites maisons que je vous ai montrées. Puis, on a une autre barre mauve ici. À quoi qu'elle sert, cette barre mauve-là? C'est la ligne des skin tones. Alors, oui, c'est à ça que ça sert. C'est si vous avez un visage dans une image, les points du visage, les points qui représentent le visage devraient s'allonger sur cette ligne-là. Donc, les normes de diffusion pour le vector scope, c'est donc les crêtes de saturation ne doivent pas dépasser 100%. Et le gars de QC et la personne qui regarde votre show va tellement vous aimer si votre rouge ne dépasse pas 75%. Parce que c'est pas beau. Puis il n'y a personne, en fait, qui est capable de faire un rouge en diffusion en 4.2.2 qui est très beau. Donc, comme je parlais tantôt de notre logo de Banque Nationale, il a beau, vous le voyez à la télé, puis il n'a pas l'air orange, il a l'air rouge, mais c'est un rouge à 75%. C'est une question de perception aussi, mais vous allez vous éviter beaucoup de troubles si vous ne les poussez pas plus. On va voir tantôt aussi comment
faire à ce qu'un programme soit limité à 100% et qu'on ramène les rouges à 75 de façon élégante. Donc, on va aller un peu dans le pratique. Ça va être plus fun. Fait qu'ici, dans Final Cut, concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a notre waveform en bas, notre vector scope en haut. Ici, je suis sur un gradient de noir et blanc. C'est ça que je suis en train de monitorer dans mes outils. Donc, ici, on voit qu'à droite, je suis complètement blanc. C'est vrai. À droite, je suis blanc. Ici, je suis noir. En fait, je vais essayer de nous rendre la vie plus facile. Regardez bien ça. Ça va être fou, là. Je ne créerai pas. Voilà. Fait qu'est-ce qu'on comprend bien? Qu'est-ce qui se passe? Fait que ça représente chaque ligne. Ici, dans cette colonne de pixels-là, c'est blanc. Puis dans l'autre, bien, ici, plus on descend, plus c'est noir. Présentement, tout dans ma colonne de pixels, tous les pixels ont la même valeur de blanc. Donc, j'ai juste un point. Mais je pourrais, si je me donne la peine, que je mets ça là, et que vite, vite, le flop, il est où dans tout ça? Dans la perspective flop. Merci. Donc, si je vais au-dessus ici, et que je descends lui, on voit que j'ai présentement un X. J'ai cette ligne-là qui représente en haut et j'ai cette ligne-là qui représente en bas. Qu'est-ce que ça a changé dans mon vector scope? Tout ça, dans mon vector scope, ça n'a rien changé. Il n'y a aucune couleur, tout est désaturé, j'ai un petit point blanc au milieu. C'est ça que j'ai. Par exemple, si on vient ici, oh, ça devient autre chose. Donc, ici, j'ai deux personnes et on voit que, comme je disais tantôt, on voit sur mon vector scope que en fait, j'ai beaucoup d'espace de mon image qui représente des visages. Puis j'ai une grosse ligne ici sur mon vector scope qui est sur mon skin tone line. Fait qu'on va s'assurer, ici, j'ai juste découpé un visage pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Regarde, c'est effectivement sur ma ligne en bas. Est-ce qu'on voit bien en arrière? Oui? OK. Donc, c'est à ça qu'elle sert, cette ligne-là. Je peux vous montrer un autre petit truc, c'est bien le fun. Le waveform. Un skin tone sur un waveform, un visage, généralement, devrait se retrouver entre 70 et 80 % ici. Pour avoir quelqu'un qui n'a pas l'air pâle, qui n'est pas trop foncé, qui a l'air en santé, ça serait là que ça se passerait. Et finalement, dans le vector scope, notre color bar, en fait, ici, c'est le fun, en fin de compte, on peut monter l'intensité de notre lecture. Puis je vais l'amener ici en haut, puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait quand j'ai un color bar comme ça, que je joue avec mon three-way ici. En fait, là, il est complètement éteint. Si je ramène ma saturation au centre, on voit qu'il est là. Si je le pousse, on voit qu'il dépasse. Donc, quand on a des crêtes qui dépassent notre 100 ben, on baisse la saturation. Et quand je parlais de balance, c'est que là, je ne bouge pas ma saturation, mais on voit que tout notre programme semble se tasser. Puis qu'est-ce qui ne se tasse pas? Ici, on voit deux lignes ici qui ne se tassent pas. C'est eux autres. Pourquoi ils ne se tassent pas? Parce que c'est des couleurs foncées que je jouais sur mes mids. Donc, ici, je peux jouer sur mes blancs. Mes gris. Donc, c'est ça le rapport entre l'image, la saturation, la tonalité et le vector scope. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est où la gradation 75-100%? C'est dans les... C'est les cercles. Ici, ça ici, c'est 100%. Puis mon point, c'est 0.
Donc ici, je suis à 60, 70. Ici, je suis à mon 75 de rouge que je ne devrais pas dépasser. OK, ça est juste au niveau du rouge. Le 75, c'est juste au niveau du rouge. Toutes les autres couleurs, jusqu'à preuve du contraire, dépendamment encore là à côté de quelle couleur ils sont, oui, vous pouvez aller à 100 %. Mais, dans tout ça, c'est lui votre meilleur ami. C'est une question d'œil. Si les rouges bavent parce qu'ils sont trop hauts, en saturation, vous allez le voir, là, ça va prendre 2 secondes. Si vous avez si vous travaillez sur du footage qui est en letterbox, puis que vous ouvrez votre waveform, c'est sûr que vous allez avoir une ligne en bas. Vous avez 2 bandes de noir dedans. Essayez pas de l'enlever. De même, il y en a qui se sont battus pendant des heures pour... C'est juste ça. OK. Donc, ici, je suis à mon 0. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est d'accord qu'on voit ma ligne ici où j'ai mon curseur, c'est le 100. C'est la norme broadcast, il ne faut pas dépasser ça pour livrer notre show. Ici, j'ai mon noir, il ne faut pas que j'aille en dessous de ça, sinon je vais me faire refuser mon show aussi. Mais aussi, je vais perdre l'information. Donc, si j'ai une shot comme ça, je la reçois. Puis, excusez, j'allais mettre encore un three-way color corrector. Si je la reçois, j'ai-tu dépassé mon temps, moi, là? Désolé. As-tu une autre question? En fait, des noirs bouchés, là, ça ressemble à ça. C'est que tous les noirs s'en vont en bas. Et je peux plus rien faire. Je peux rien faire avec. Donc, si je reçois mon tournage et c'est comme ça, j'ai un problème. Mais c'est toujours une bonne idée d'aller les remonter. Et on voit que, oups, c'est de l'information qui était écrasée, mais que je peux aller rechercher. Et même affaire pour les blancs, même les blancs, on est capable d'aller plus haut que notre 100 %. Ça peut être le fun quand on fait des corrections, mais qu'on n'est pas rendu à un final. Il faut faire attention à ça. On est capable de... On voit ici, dans mon image, je n'ai pas de blanc, mais que ici, je suis limite. Ici, on voit que j'ai un point. Donc, si je veux que ce soit plus lumineux, je vais le pousser un peu. Ça va faire ça. Puis là, je vais venir vraiment scraper mon image en haut. Je vais vous montrer une autre chose, juste pour être sûr que tout le monde est bien capable de le lire. En fait, je vais enlever mon three-way là-dessus. Parce que le plus important encore aujourd'hui, ça va être capable de lire l'information que le waveform et le vector scope nous envoie. Donc, qu'est-ce que cette image-là me dit si je viens, par exemple... J'avais une belle image, là. Donc, ici. Essayer de retrouver mon image de début. Voilà. Donc, qu'est-ce que je suis capable de lire? Ici, je vois qu'il y a des pics, il y a des crêtes de blanc. Qu'est-ce que c'est? C'est une affiche de Fathers for Justice. Non! C'est les bandes que je vois ici en bas. C'est eux autres qui ont la plus haute luminance sont blancs dans mon image. Ici, qu'est-ce que je vois? J'ai une ligne noire, puis tous les pixels représentés dans cette colonne-là sont dans le bas. C'est ma colonne qui est là. Puis ici, c'est quoi toute cette grosse barre blanche-là? Bien, c'est mon ciel. On peut aller plus loin juste pour voir qu'il y a une image différente. Qu'est-ce que j'ai ici? Bien, on peut voir que ici, sûrement, que ces 2 blocs-là, c'est mes jambes qui sont la partie la plus noire de mon image. Ici, tout ça, ce serait mon ombre. Tout le reste, je peux juger que c'est l'asphalte qui n'est pas dans l'ombre. Puis ici, ces points de lumière-là, c'est sûrement le reflet sur mon bâton. On va faire le même exercice juste avec le vector scope. Donc, ici, on s'entend que c'est mon rouge. Tout ce qui s'en va vers là, c'est du rouge. Donc, ça a des bonnes chances d'être mon chandail de hockey. Ici, ça s'en va plus vers le cyan bleu. Fait que c'est sûrement du ciel. En fait, toute mon image a une très haute dominante de bleu. Fait que c'est comme ça qu'on est capable de s'en servir pour lire notre image. Aussi, quand on veut matcher deux images, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on peut juste voir que, mettons, si j'ai cette image-ci,
et je veux la matcher à cette image-là, mais l'autre image est beaucoup plus bleue. Mettons. Mais comme ça. Fait que je me promène d'un à l'autre. Puis là, je vois que, oh, il y a quelque chose qui se passe. Fait que je peux venir dans celle-là et mettre un color corrector et tout pousser vers mon bleu à droite. Donc, c'est comme ça qu'on se sert de nos vector scope et waveform. Et je devrais avoir fini, si je n'ai pas une surprise, avec une slide. Tu l'as fermé, ton... Non, je n'ai pas fermé. Oui. Il est là. Non, il n'y en a pas! Ben voilà, c'était les waveform vector scope. J'espère que tout le monde en sort grandi. La pause, 10 minutes.